Écoutez, nous allons reprendre, la deuxième session, de cette journée consacrée aux véhicules autonomes et sans plus tarder, je vais vous présenter donc, mon collègue Nicolas Dulac, qui est, directeur général et technique, d'Intempora. Nous passons donc à la deuxième session du développement au déploiement, les données au cœur de la validation du véhicule autonome. Et Nicolas Dulac présentera donc du développement rapide à la certification ISO 26262 dans des systèmes temps réel complexes, donc la place du logiciel dans la voiture de demain. Et donc, je passe la main à Nicolas. Émilie, Je lui donne tout de suite le rôle de présentateur. merci beaucoup. Il y a toujours un petit Je temps de vais latence, mais normalement, c'est bon, ça devrait être bon. ça va venir. Vous m'entendez bien? Oui, Très bien. À Parfait, toi. c'est parti. Merci beaucoup, merci Florian, merci Émilie et merci à tous d'être présents. Je vais vous parler aujourd'hui de validation, de certification, en fait d'homologation, pour les véhicules autonomes, un petit peu donc d'ISO 26262 et plus particulièrement, pour entrer dans la technique, d'ISO 26262, concernant les logiciels embarqués. Florian m'a présenté, merci pour ça, donc je passe rapidement. Quand on parle de défis pour les véhicules autonomes en termes de technologie embarquée, on adresse bien sûr différentes fonctions. Par exemple, Autonomous Emergency Braking, freinage d'urgence, angle mort, détection d'angle mort, maintien dans la voie, cruise control adaptatif, valet de parking, assistance au parking et bien entendu l'ensemble des fonctions entièrement rassemblées et intégrées sous forme d'un véhicule autonome. Pour implémenter ces fonctions, on a besoin de beaucoup de modules logiciels qui vont tourner en parallèle les uns des autres. Et on a besoin pour cela d'une architecture très complexe en termes de matériel, de capteurs, donc une multiplication des capteurs embarqués de différents types, caméra, lidar, radar, une complexification de l'architecture électronique embarquée, calcul, architecture de calcul, ECU, plus de communication, et donc une complexification des logiciels qui vont permettre de traiter l'ensemble de ces données, à la fois dans le véhicule et aussi évidemment tout ce qui va avec, complexification des tests de toute la partie développement et test de ces logiciels. Pour assurer la sûreté de fonctionnement des véhicules autonomes, on va s'intéresser à deux normes que sont l'ISO 26262 et l'ISO 21448, dit également SOTIF. La norme ISO 26262 dérive de la norme IEC 61508, qui est la norme générique pour la sûreté de fonctionnement des systèmes électroniques, qui se décline en différentes normes spécifiques à des domaines de déploiement. Énergie nucléaire, le rail, l'automotive, etc. Donc l'ISO 26262 est la déclinaison automotive de l'IEC 61508 et définit 4 niveaux d'asile: Automotive Safety Integrity Level, A, B, C et D, D étant la plus contraignante. Et cette norme va être nécessaire, il va falloir l'appliquer au développement et à la mise au point des systèmes d'autonomie, dès lors que, effectivement, comme on l'a dit, un véhicule, le système du véhicule peut prendre le contrôle sur la direction, sur le freinage, sur l'accélération du véhicule et donc être à l'origine, le cas échéant, en cas de défaillance, être à l'origine d'accidents pouvant entraîner des risques pour la vie humaine, des blessures et des décès. Donc pour définir quel est le niveau de risque acceptable pour un système donné, l'ISO 26262 définit très schématiquement un tableau
de correspondance entre l'importance des dommages en cas d'accident, la probabilité d'occurrence de l'accident et la connaissance qu'on a, la contrôlabilité et la connaissance qu'on a sur l'accident en question et la façon de le mitiger. Et en fonction de ces différents paramètres, on va définir un niveau d'asile pour nos systèmes embarqués, jusqu'à l'asile D pour les dangers les plus importants, les moins probables, etc. Et l'asile D définit entre autres un niveau de défaillance tolérable par heure de fonctionnement dans le cadre d'un fonctionnement continu, en dehors des événements, des hazards, des événements incontrôlables qui pourraient arriver. Et effectivement, il y a toute une méthodologie qui va autour. L'ISO 26262 adresse la sûreté fonctionnelle, la functional safety, c'est-à-dire le maintien en condition opérationnelle du matériel électronique, du hardware et du logiciel. Ça signifie que l'ISO 26262 va adresser la façon dont on va développer tous ces systèmes pour éviter que ces systèmes tombent en panne, pour éviter que le hardware, le CU s'arrête de fonctionner, de faire ses calculs, pour éviter que le logiciel crash. Donc on va avoir tout un tas de développement, de process de développement pour éviter les bugs, les crashs, les fuites mémoire, etc. et développer du logiciel sûr. Donc c'est cette partie-là qu'on va développer dans la suite de cette présentation, sachant que l'ISO 26262 n'adresse pas toute une autre partie de la sûreté de fonctionnement qui est pourtant nécessaire et qui couvre le fait que un module logiciel peut être parfaitement codé, donc sans aucune segmentation fault, sans aucune fuite mémoire, il n'y aura jamais de crash, etc. Pour autant, si le logiciel, l'algorithme de traitement, de perception, par exemple, notamment, ou de localisation du véhicule, ne fournit pas les résultats corrects, ne fournit pas de bons résultats, l'ISO 26262 sera maîtrisé, sera respecté, mais le véhicule, pour autant, ne fonctionnera pas comme prévu. Et donc, pour couvrir ces aspects-là, on a développé la norme SOTIF, Safety of the Intended Functionality, qui avant était une sous-partie de l'ISO 26262, la dernière partie de l'ISO 26262, et devant la complexité et l'importance de cette norme, c'est devenu une norme à part entière, 21448. Safety of the Intended Functionality qui adresse la nécessité pour un système d'avoir connaissance, de percevoir son environnement, d'avoir connaissance de cet environnement pour réagir en fonction et prendre les bonnes décisions, pour le percevoir correctement et prendre les bonnes décisions, indépendamment du maintien en condition opérationnelle des algorithmes et des ECU, des calculateurs. Donc, on va adresser, par exemple, qu'est-ce qui se passe en cas de faux négatif, de faux positif. Voilà. Et vous imaginez que, étant donné que les scénarios à gérer sont très complexes, avec des événements imprévisibles et tout un tas toute une combinatoire d'événements qui peuvent arriver, il va être extrêmement compliqué, extrêmement complexe de tester toutes ces situations. Ça sera plus l'objet de la présentation qui suit par notre collègue Yacine. Concernant l'ISO 26262, on va l'adresser quand on développe du logiciel avec différentes méthodes, différents process, des règles de codage, par exemple MISRA, MISRA C, MISRA C++, étendu le cas échéant avec des extensions AUTOSAR, consortium AUTOSAR qui
ajoute quelques extensions autorisées dans le langage C++ aux règles MISRA, des méthodes de test, couverture de code, test unitaire, test de fonction, de l'analyse statique de modèles, de l'analyse dynamique en exécution, notamment de la gestion de la mémoire des process logiciels, l'isolation des tâches, le comportement temps réel d'une application. On va devoir vérifier que l'ensemble des modules logiciels qu'on fait fonctionner se comportent correctement dans le temps et respectent leurs échéances temporelles pour assurer une réactivité correcte au système. Il ne s'agit pas que le système réagisse trop tard, même en l'absence de bugs, quand il s'agit de déclencher un freinage d'urgence pour éviter une collision avec un piéton, typiquement. Et également la sécurité en termes de sécurité logicielle et de protection contre les attaques. Quant au SOTIF, donc cette norme qui va définir les process à mettre en place pour assurer qu'un algorithme, une fonction donnée, fournit les bons résultats, donne les bons résultats et permet de prendre les bonnes décisions dans l'ensemble des cas que le système aura à gérer, eh bien, il faut déployer énormément de tests et assurer une couverture importante de l'ensemble des tests. Pour cela, on peut également, pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser aux spécialistes. On n'est pas les grands spécialistes à Intempora de ces normes-là. Néanmoins, je mentionne que la société Sector a rejoint récemment l'association Aladdin et peut aider sur ces sujets-là. C'est leur spécialité. On va s'intéresser maintenant à la façon dont on va pouvoir migrer, porter des applications, des environnements de prototypage rapide vers la production, vers le déploiement de ces applications complexes sur des véhicules sur route, en production, et non plus forcément en expérimentation. Alors, quand on parlait pendant longtemps, les méthodes sont bien au point maintenant pour prototyper rapidement des lois de commande, pour faire du contrôle commande, contrôle moteur, ABS, ESP, contrôle direction, etc. Là, il s'agit de lois de commande et les méthodes sont bien au point pour faire du prototypage rapide d'une part et porter les lois de commande vers la production, vers des calculateurs embarqués pour la production. Une des méthodes bien connues et largement déployée consiste en le développement de lois de commande avec des outils comme Simulink, avec du model-based design, du bloc diagramme, et de la génération de code à partir de ces modèles. Cette génération de code se faisant de façon générant un code synchrone, les fonctions vont s'exécuter les unes derrière les autres à haute vitesse. Pour le prototypage rapide, on peut développer dans Simulink et on peut générer le code, et déployer vers des calculateurs embarqués de prototypage, comme par exemple les micro-autobox, qui vont exécuter ce code en temps réel dans des véhicules prototypes avec des entrées-sorties physiques. Vous allez pouvoir valider vos lois de contrôle commande. Quand il s'agit de déployer du code pour la production, on va remonter au même modèle sans le modifier, peut-être en ajustant les types de données, en passant de virgule flottante à virgule fixe, etc. Et on va utiliser des outils tels que TargetLink pour générer du code certifiable, au sens de ISO 26262 notamment, et adresser un ECU particulier. TargetLink va vous générer du code embarqué, optimisé pour la production. Qu'est-ce qui change maintenant quand il s'agit d'applications qui ne sont plus des applications de contrôle commande, mais des applications de système d'assistance à la conduite ou autonomous driving? Comme on l'a vu, les capteurs sont différents. Dans le contrôle commande, on a souvent affaire à des entrées-sorties
analogique ou digital, unidimensionnel, monodimensionnel. Par exemple, la vitesse véhicule, l'accélération, la vitesse de lacet, l'attitude du véhicule, les pressions, les températures à tous les niveaux du moteur, etc., les différents taux, les positions de différentes pièces. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de signaux, mais souvent ce sont des signaux monodimensionnels. Alors que dès qu'on passe sur des applications de type ADAS et Autonomous Driving, on va avoir à gérer du nuage de points 3D, des caméras haute définition 2D, à haute bande passante. Peut-être à plus faible fréquence, mais à haute bande passante. En termes d'architecture logicielle, on avait des applications qui fonctionnaient en mode contrôle-commande de façon souvent synchrone, échantillonnage, application de la loi de commande, traitement, et actuation, émission des commandes. Donc ça se passait de façon synchrone à une vitesse rapide. Donc c'est une loi de commande qui est relativement légère à calculer, mais qui est exécutée rapidement. Par exemple, une boucle de commande toutes les 2 à 2 kHz, toutes les demi-millisecondes, il y a une commande qui doit partir très exactement vers l'actionneur, vers le moteur électrique, vers que sais-je. Dans la partie ADAS Autonomous Driving, on a des tâches complètement diverses, localisation, perception, perception faible distance, perception longue distance, fusion de données, reconstitution d'environnement, prise de décision, path planning, etc., qui vont s'exécuter en parallèle, le cas échéant sur des ECU, sur des calculateurs différents, et de façon asynchrone. Les capteurs eux-mêmes ne sont souvent pas synchronisés. Le lidar fonctionne à une certaine, ou les lidars fonctionnent à une certaine fréquence, les caméras fonctionnent à une fréquence différente, le GPS a son propre système, l'IMU, le BusScan, etc. Et on va avoir des calculs qui sont de nature différente. Beaucoup plus de calculs intensifs pour calculer du SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, du traitement d'images, notamment avec des réseaux de neurones pour les technologies qu'on appelle intelligence artificielle, à des fréquences légèrement inférieures, mais à des bandes passantes de données à traiter nettement supérieures. L'architecture de calcul elle-même sera différente. On a affaire sur les applications de contrôle-commande à des ECU à base de microcontrôleurs ou de CPU relativement légers, ARM. Dans le cas des systèmes d'assistance à la conduite et du véhicule autonome, on a des systèmes on chips, c'est-à-dire plusieurs technologies de calcul intégrées sur une même puce. Donc on a des CPU qui sont souvent également à base de ARM, relativement légers, mais couplés à des technologies de calcul intensif beaucoup plus performantes, de type GPU, FPGA, ISP, Image Processing Unit, etc. Et puis des chips, le cas échéant, dédiés à certaines fonctions, pour l'acquisition vidéo, pour la gestion de l'audio, pour la compression, décompression, la sécurité également. Tout ça intégré sur une même puce. Donc des technologies beaucoup plus hétérogènes en termes de calcul, en termes de logiciel, en termes de capteurs. Pour le prototypage rapide, on va utiliser des outils comme RTMaps pour donc des outils par composant, où on va pouvoir utiliser très rapidement des composants d'une bibliothèque pour mettre en place les acquisitions de données des différents capteurs, les traitements, la visualisation, l'enregistrement, le rejeu, de façon tout à fait optimisée. Et tout ça permet d'aller très vite sur le développement de ce type d'application multicapteur. Ici, les algorithmes de SLAM de Xways, à partir du moment où ces algorithmes sont disponibles sous forme de composants, on peut les intégrer très facilement à une application temps réel. Les utilisateurs peuvent également, à nouveau par composant, en travaillant avec des blocs diagrammes, développer et intégrer leurs propres composants avec des langages, encore une fois, hétérogènes. On peut intégrer du C++, des algorithmes de traitement de données, de fusion, etc. en C++, qui vont être très performants. On peut intégrer du Python. On peut
intégrer également, on peut générer du code à partir de Simulink. Et on va pouvoir comme ça assembler, encore une fois, nos composants comme des Lego sur des fonctions spécifiques ou grande partie par grande fonction par grande fonction, le cas échéant développé par différentes équipes, ce qui permet la collaboration. Hein. On est à nouveau sur des approches de type model-based design pour assurer la collaboration. Et cette approche va permettre d'intégrer et d'interconnecter des systèmes tout à fait hétérogènes et complémentaires. Se connecter aux capteurs actionneurs, se connecter à des simulateurs, se connecter, enfin fonctionner sur des plateformes d'enregistrement, de prototypage ou de rejeu de données diverses, se connecter à des systèmes de développement d'IHM avancés, des systèmes des communicants, des cartes numériques, intégrer de l'AI, des diverses bibliothèques de traitement, etc. En termes de performance, pas de concession néanmoins, même en prototypage rapide, sur la performance. Et en cela, RTMaps fournit une performance d'exécution sans précédent du fait de son architecture monoprocess multithread, sans allocation dynamique de mémoire en cours d'exécution, après la phase d'initialisation, et avec des copies mémoire avec des transferts de données entre composants sans copie mémoire, donc juste par échange de pointeurs, sans overhead par rapport au contenu à exécuter de chacun des composants. RTMaps assure également la cohérence temporelle en assurant la synchronisation des flux à tous les instants dans le diagramme, y compris sur des exécutions parallèles, et en assurant la gestion fine des latences. Voilà quelques exemples rapides je garde un œil sur la montre, d'applications réalisées par nos clients et partenaires. Voilà, un véhicule autonome de Valeo qui a fonctionné dans Paris avec changement de voie, etc. On a vu d'autres applications de ce type dans les présentations précédentes, par Stellantis, par Renault, évidemment les navettes autonomes. Navia également, avec plus de presque maintenant cette slide a été faite avec 120 navettes déployées. On a beaucoup plus à l'heure actuelle. Je passe rapidement. Et donc, si on regarde le process de développement rapide des applications et de prototypage, une possibilité, sont les suivantes. Commencer par travailler en connexion avec un simulateur qui va modéliser l'environnement, les capteurs, la dynamique véhicule, les mouvements, les scénarios en modélisant les mouvements des objets environnants et en fournissant les données capteurs à l'infrastructure de calcul pour qui, elle, va pouvoir envoyer des commandes pour contrôler le véhicule. Une fois que cette étape est réalisée, on va pouvoir équiper un véhicule d'un certain nombre de capteurs, réaliser par exemple des enregistrements de ces données brutes, pour ensuite pouvoir travailler en mode rejeu sur des données réelles et tester les différents algorithmes, de la même façon qu'on le faisait en simulation sur des données synthétiques. Une fois que ces parties de prototypage rapide amont sont validées, on peut tout à fait passer à une exécution de ces algorithmes en temps réel dans un véhicule prototype sur des architectures de prototypage. Micro-Autobox, Embedded PC, Otera, ou autre architecture de calcul de type PC, par exemple. Pour aller plus proche de la production, on va ensuite pouvoir porter ces applications vers des architectures électroniques caractéristiques de la production, les fameux system on chip qu'on a évoqués tout à l'heure, ARM+, GPU, ou FPGA, etc. Donc on peut adresser avec le même outil logiciel des cartes embarquées qui viennent de chez Nvidia, Renesas, NXP, Samsung, Qualcomm, j'en passe. Calray, pas chiant. Et reste ensuite, on va pouvoir passer
pour se rapprocher de la production et augmenter le niveau et commencer à approcher ISO 26262 et l'asile, on va pouvoir, là où on avait un OS de type Linux embarqué, on peut migrer sur un OS real-time. Il y en a divers, il y en a plusieurs sur le marché. On peut citer QNX, VxWorks, Integrity, toujours avec le même runtime engine, le cas échéant. Et il reste la certification ISO 26262 de chacune de ces briques logicielles, ce dont on va parler maintenant. Comment passer? Aujourd'hui, un outil comme RTMaps n'est pas tamponné, n'est pas certifié au sens de l'ISO 26262. Il permet de développer très rapidement, mais sans avoir ce tampon, même si il est tout à fait fiable et débugué depuis 20 ans. Et souvent, aujourd'hui, les utilisateurs qui développent en mode prototypage rapide doivent reprendre les développements, tout ce qui a été validé, fonctionné. On a validé un grand nombre d'aspects. Les principes des algorithmes, on a validé qu'ils fonctionnaient. On a validé le dimensionnement de la cible. Le CPU, GPU, etc. Peut encaisser la charge de calcul et le traitement de l'ensemble des capteurs. On a validé la position des capteurs, la nature des capteurs, etc. On a validé beaucoup de choses. Néanmoins, pour passer en production, il va falloir sortir de cet environnement et tout réécrire, d'où une énorme perte de temps et de gros efforts engendrant des risques. C'est pourquoi on s'est lancé avec DSpace dans le projet de réécrire un moteur RTMaps certifié au sens de l'ISO 26262 comme un safety element out of context. Dans l'ISO 26262, un safety element out of context est une brique qui peut être utilisée avec une certification de sûreté de fonctionnement, quel que soit le safety goal, quel que soit le scénario et quel que soit le cas d'usage dans lequel on le mettra en œuvre. Ensuite, il faudra faire l'application, la certification système, qui ne peut se faire que si effectivement le système complet est basé sur, est implémenté à base de briques qui sont chacune certifiées. Donc, évidemment, utiliser des briques certifiées, comme le runtime RTMaps, comme un certain nombre de composants, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faudra appliquer une approche, une certification système. Donc, l'objet de ce projet est de développer un runtime certifié et une première bibliothèque de composants certifiés, sachant que bien sûr, les utilisateurs devront certifier leurs propres composants qu'ils viendront ajouter, et ça permettra de gagner énormément de temps sur cette migration, effectivement, des environnements de prototypage test vers la production, parce qu'on retrouvera les mêmes concepts d'exécution multithread, les mêmes concepts de synchronisation et de transfert de données entre les différents composants, etc. Le même comportement temps réel, avec le même moteur d'exécution. Pour ça, nous avons mis en place une équipe mixte entre Intempora et DSpace, avec des ingénieurs qui viennent de l'équipe TargetLink, qui ont cette habitude, cette connaissance des process ISO 26262 et de certifiabilité du code, des consultants également qui vont venir suivre ces process pour une validation à terme par le TÜV Sud. Quelques exemples de process mis en place pour assurer cette sûreté de fonctionnement en termes de développement logiciel. Un workflow de Git, de gestionnaire de code, avec du développement en branche, du peer review, de tout ce qui est donc de la revue de tout ce qui est écrit par un des ingénieurs, par chaque ingénieur, pardon. Des méthodes Scrum, donc une équipe de développement agile avec gestion des requirements et itération courte du test à tous les étages. Voilà. Gestion des requirements avec des outils adaptés. Je passe rapidement. Tout ce qui est test à tous les niveaux. Test coverage, voilà, couverture de code, test unitaire, test statique, test dynamique de gestion de mémoire, des threads, etc. Et injection d'erreurs. Tout ça automatisé
dans des chaînes de compilation continue et d'intégration continue, avec plus de 5000 tests qui passent avec succès à chaque fois qu'une ligne de code change. Les jobs de compilation, de génération de la documentation, là aussi c'est documenté, tracé à tous les étages, code coverage, sanitizer, code cleaning, et les rapports de tests qui sont générés à chaque fois en continu. Voilà. Vous imaginez que les coûts de développement dans ce type de process sont nettement supérieurs à ce qu'on peut faire dans un mode de développement logiciel standard, avec à peu près un facteur 20. Là où on estime à 1 euro la ligne de code dans un mode de développement logiciel standard, on passe là sur environ 20 euros. Un exemple de feature spécifique à la sûreté de fonctionnement, par exemple, dans RTMaps, si on imagine que si on regarde ces 4 composants sur un diagramme et qu'on lance l'application, les composants vont s'initialiser chacun indépendamment dans leur coin, sans réelle synchronisation sur la partie, juste sur la partie initialisation. Et donc, l'allocation des buffers de sortie, il faut savoir que chaque composant émet des données sur des sorties dans un buffer préalloué de taille fixe, et bien ces allocations vont se faire pas forcément exactement au même moment, et il n'est pas impossible qu'un composant ait démarré un tout petit peu avant les autres, ou un autre composant a besoin d'un petit peu plus de temps pour s'initialiser, pour initialiser du matériel. Il pourra tout à fait prendre ce temps, et l'allocation des buffers se fera alors que d'autres composants ont déjà commencé à fonctionner. Donc cette phase d'initialisation n'est pas elle-même synchronisée. Et donc, si on imagine ça dans le cadre d'un véhicule autonome, on n'a pas l'assurance, la plupart du temps, il n'y a aucune raison, tout se passe bien, mais on n'a aucune assurance formelle que tous les composants se sont initialisés correctement et ont pu allouer la mémoire dont ils ont besoin avant de démarrer et de faire rouler le véhicule. C'est quelque chose qu'on va sans doute modifier dans la partie, dans cette nouvelle version ISO 26262. L'allocation de l'ensemble des composants se fera et on aura une étape de vérification que tout s'est bien passé avant de démarrer l'exécution. Voilà. L'objectif est ainsi de fournir une technologie qui vous permettra d'intégrer à nouveau beaucoup de modules logiciels, de fonctions diverses et variées en mode prototypage, de les passer rapidement vers la production, en assurant l'interopérabilité avec les autres technologies connues du domaine, que ce soit l'établissement des systèmes de communication, la connectivité V2X, la connectivité avec d'autres environnements de l'infrastructure embarquée, AutoSAR, Adaptive AutoSAR, DDS, SOMIP, etc. Une bibliothèque de composants déjà certifiée, prête à l'emploi, à disposition, avec évidemment, encore une fois, la possibilité par les utilisateurs d'intégrer leur propre code du moment que celui-ci soit certifié également. Et enfin, l'utilisation, le cas échéant, de targeting pour générer en model-based design des composants unitaires à partir de modèles complexes, lesquels composants seront effectivement aussi certifiés du fait qu'on utilise un outil TargetLink qui génère du code certifié. Voilà. Au final, une possibilité d'architecture, ce qu'on propose, c'est une architecture complexe à différents niveaux de granularité. Entre différents SCU, on va avoir des backbones de communication à base de DDS, par exemple, ou de SOMIP, ou de CAN, bien sûr, FlexRay, que sais-je. À l'intérieur d'un ECU, on peut avoir différents process qui tournent. Avoir différents process permet l'isolation des process, notamment. Si jamais un process crash, ça fait pas forcément exploser les process qui tournent à côté. Pour autant, on perd de la performance sur la transmission de données entre les différents process. D'où la possibilité d'établir des communications à base de mémoire partagée, vu qu'on est sur la même plateforme d'exécution. Il n'est pas possible, ou il n'est pas optimisé
de mettre des dizaines de composants qui échangeraient des données par DDS via le réseau, ni même par mémoire partagée. La configuration en termes de process serait trop complexe et trop lourde. Donc, RTMap va apporter un niveau qui permet justement de faire fonctionner ces dizaines de composants dans un environnement optimisé au sein d'un process. Et chaque composant lui-même peut être codé avec, encore une fois, des outils de model-based design type Simulink, dont le code sera généré par TargetLink, qui permet là aussi de rentrer encore dans les détails pour cette génération de code et le développement de chaque composant de façon unitaire. En termes de roadmap, l'objectif est de pouvoir proposer une version certifiable d'ici fin Q3 2022 de RTMaps et une version certifiée courant 2023. Voilà. Encore une fois, je mentionne la présence de spécialistes dans le groupement, dans l'association Aladdin, qui viennent de rejoindre Aladdin, notamment donc Sector, spécialiste de la gestion de risque et de la sécurité, et Alkali, dont la spécialité est de permettre l'intégration de systèmes complexes sur un seul et même, de regrouper les fonctions dans différents ECU et d'assurer le fonctionnement correct sur un ECU donné. On aura plus de détails sans doute plus tard dans la journée sur ces partenaires. Merci pour votre attention et à disposition pour les questions. Je passe la main à Yacine pour une partie plus orientée soutif. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation donc, du développement rapide à la certification ISO 26262 dans les systèmes temps réel complexes. C'était très intéressant. N'hésitez pas à vous connecter sur slido.com et avec le mot-clé notamment EventVac. Je vais peut-être, si mon écran... Voilà, ici. Pour poser toutes vos questions. On y répondra à la fin de la session et juste après la présentation désormais de Yacine Dahir, qui est ingénieur d'application ADAS et Autonomous Driving chez DSpace France et qui va vous présenter aujourd'hui du test à la validation des fonctions ADAS et Autonomous Driving de la simulation au cloud. Je passe donc la main à Yacine. Bonjour à tous, merci Florian. Je ne sais pas si je peux partager, je vais essayer. Je pense que là, vous pouvez voir mes slides, vous m'entendez bien? Parfait. Merci beaucoup, merci Florian, merci Émilie. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette journée véhicule autonome. Donc, mon sujet de présentation sera autour de la validation des fonctions ADAS Autonomous Driving au déploiement de la simulation sur le cloud. Comment valider aujourd'hui efficacement vos fonctions ADAS Autonomous Driving on commence par tout ce qui est rejet de données jusqu'à la simulation massive dans le cloud. L'agenda proposé pour cette présentation donc, est la suivante. Donc, je vais présenter un peu comment les challenges des systèmes ADAS Autonomous Driving avec, comme Nicolas Dirac a présenté donc, la partie ISO 26262. Donc, moi, je vais voir la partie sportive et comment la simulation aujourd'hui peut être bénéfique voilà, pour cette régulation. Une présentation, deuxième partie de Workflow ADAS Autonomous Driving et avec l'approche Data Driven Development. Et avant de finir, donc une présentation de portfolio DSpace Intemporal Understand AI pour toutes les solutions de tout ce qui est enregistrement, gestion de données dans le cloud jusqu'à la simulation massive. C'est un slide un peu générique, en fait, sur les différentes levels ou bien les niveaux en fait, de véhicules autonomes. Donc aujourd'hui, il y en a tout ce qui est ADAS, système ADAS level 1, level 2, qu'on peut dans le marché, avec quelques systèmes radar, caméra frontale, système ultrasonique. Ces systèmes deviennent de plus en plus complexes en passant sur des niveaux 3, niveau 4 et niveau 5. On parle vraiment voilà, d'une approche autonomous driving au futur avec l'ajout de plusieurs lidars, de plusieurs caméras arrière comme frontale, avec plusieurs systèmes ultrasoniques. Donc, c'est des systèmes aujourd'hui qui présentent un challenge pour tout ce qui est validation, simulation jusqu'à l'homologation. Et d'ailleurs, donc, c'est
ce système ADAS, aujourd'hui, il présente une multitude de technologies. Donc, on parle dans un premier temps, par exemple, d'un environnement voilà, de capteurs, je veux dire, multi-technologies, avec l'ajout voilà, des systèmes genre radar, lidar, systèmes ultrasoniques. On parle aussi que ces capteurs ils doivent gérer plusieurs fonctionnalités, telles que par exemple la classification des objets, s'adapter aux conditions météorologiques, les différentes conditions météorologiques d'aujourd'hui, mesurer les distances, mesurer par exemple des vitesses. Euh, et vu ce nombre en fait qui grandit ou bien qui s'ajoute dans un véhicule autonome, on parle de plus en plus de bandes passantes, des réseaux véhicules en fait de plus en plus un peu genre existantes comme l'automotive Ethernet, du CAN-FD, etc., FlexRay. Et il y a aussi en fait l'approche de l'intégration de plusieurs algorithmes de l'intelligence artificielle qu'on voit de plus en plus sur les calculateurs aujourd'hui, comme voilà, sur la gestion de données ou bien les capteurs, jusqu'à la partie validation, homologation. Donc là, on parle vraiment de tout ce qui est donc depuis les tests réels jusqu'à la partie simulation, comment aujourd'hui on peut satisfaire voilà, les normes de régulation ISO 262 comme la régulation SOTIF. Après donc, la première partie de l'ISO 262, donc moi je vais beaucoup plus se concentrer sur comment la simulation aujourd'hui est très importante pour la validation de SOTIF, en décrivant voilà, les différentes démarches jusqu'aux voilà, les outils, les méthodes qui vont permettre de satisfaire voilà, cette régulation. Quelques petits mots sur le process SOTIF. Donc, aujourd'hui, les phases de développement de SOTIF donc, pertinentes, si on parle de la phase de conception, phase de vérification jusqu'à la phase de validation. Pour atteindre cette régulation de SOTIF, donc, les disciplines suivantes doivent être combinées de manière significative. Il faut évaluer si elles sont suffisamment exécutées. Donc, ça, on parle de la partie research pré-développement ou bien pour le série et développement. Donc, il faut commencer à avoir voilà, tout ce qui est requirement engineering, la partie conception de système, système design, l'implémentation jusqu'à la partie vérification des exigences des systèmes et la validation de ce dernier. Bien sûr qu'une interaction entre la sécurité fonctionnelle ISO 26262 et la SOTIF, donc l'ISO 21448, doit être assurée dans chacune de ces phases-là. Par exemple, juste un exemple de cette interaction, pour la sécurité fonctionnelle, c'est l'évaluation des dangers et des risques. Alors que pour SOTIF, ça va être l'identification de ces dangers et comment évaluer en fait voilà, ces risques via des méthodes et des approches de simulation et de validation. Les critères de vérification pour garantir la sécurité fonctionnelle doivent être bien sûr renforcés par des critères de vérification supplémentaires, d'ailleurs qu'ils ont été cités et pertinents, cités par la régulation SOTIF. Donc, une stratégie de validation et de vérification pour répondre aux exigences SOTIF, comme il peut répondre aussi à la régulation ISO 26262. Les risques, en fait, ils se distinguent je veux dire, voilà, de types, en fait. Des risques, en fait, qui sont connus comme des risques qui sont inconnus. Donc là, l'objectif de la SOTIF aujourd'hui, c'est de réduire ces zones unsafe, unknown, et des risques résiduels acceptables. Ces approches-là, donc, ils doivent être vérifiées avec des méthodes, avec des solutions, en fait, proposées aujourd'hui, afin, par exemple, de vérifier voilà, les risques connus comme de valider les risques inconnus. C'est pour cela, donc, la vérification, en fait, par exemple, des risques résiduels, donc, c'est bien les risques connus, ça se fait par exemple, avec des tests basés sur les exigences. Alors que la validation, donc, c'est pour évaluer le risque résiduel, vous devez valider les risques inconnus. Donc, l'évaluation des risques résiduels exige une combinaison appropriée d'approches. Donc, c'est une approche qui va être basée sur l'exigence, ou bien sur requirement-based testing, ou bien en fait c'est une approche de la simulation qui
Scenario-based testing, c'est vraiment essayer de faire des millions de tests. C'est une simulation complète. Comme ça, on peut identifier les risques aujourd'hui qui sont inconnus, voilà, dans un système afin de le valider, afin de respecter la régulation SOTIF ISO 21448. L'objectif global, donc, ça sera l'identification d'autant de risques que possible dans notre système, dans nos algorithmes, pour à la fin augmenter cette zone de risque connue et réduire la zone des risques inconnus à un certain minimum. C'est une combinaison en fait qui peut être faite avec des essais véhicules comme de la simulation et des essais virtuels si nécessaire. Donc après cette première partie voilà, sur les challenges plus ou moins en fait, et l'emplacement de la régulation SOTIF et le besoin de la simulation et la validation. Donc là, je vais passer pour parler un petit peu sur le workflow des systèmes ADAS Autonomous Driving et jusqu'à l'approche de Data Driven Development. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus une transformation, en fait. C'est depuis un petit moment qu'il y a une transformation significative dans le domaine automobile en passant donc de l'ingénierie classique vers le monde de l'IT. Donc, on voit vraiment de plus en plus l'implication voilà, des grandes compagnies voilà, de l'IT dans ce domaine automobile. Avec, par exemple, voilà, tout ce qui est cloud aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cloud. Donc, il y a tout ce qui, les compagnies, en fait, pour tout ce qui est intelligence artificielle, de plus en plus, en fait, ce process, donc, ils sont intégrés dans le monde automobile. Toutes ces transformations aujourd'hui, ils nous conduisent à une approche qu'on appelle data-driven development, donc qui nécessite, dans un premier temps, de développer des fonctionnalités, de trouver des outils, des méthodes. On parle des services basés sur les connaissances fournies, par exemple, par la quantité de données en fait, qu'on enregistre aujourd'hui. Cette approche de data-driven development peut se présenter avec ce diagramme-là, en fait, qu'à partir voilà, des données enregistrées via des tests véhicules, il faut avoir une partie voilà, de data collection. Donc, c'est enregistrer ces données-là quelque part avant de passer vers la partie data ingestion. Donc, c'est injecter ces données, par exemple, dans le cloud pour, par exemple, après, essayer de faire tout ce qui est annotation de ces données, faire du tagging, faire de auto-labeling, etc. Et entre-temps, donc, une partie de simulation. Donc, on peut générer des scénarios à partir de ces données enrichies, annotées, et jusqu'au, donc, avec des process de scénario generation. Et donc là, on peut avoir voilà, une approche un peu simulation. On peut définir des scénarios, par exemple, afin d'avoir une base de données voilà, de scénarios logiques qu'on peut exécuter après. Bien sûr, donc, ces scénarios, donc, ils peuvent voilà, faire l'objet voilà, avec des algorithmes d'intégration pour intégrer des algorithmes, etc. Jusqu'à une partie voilà, de simulation, donc avec par exemple des capteurs aujourd'hui physiques. Donc on parle de la simulation, la simulation et la validation avec des outils que je vais d'ailleurs présenter après. Donc c'est avec des produits d'espèces intemporales. On peut aussi en fait avoir une partie de tout ce qui est data playback. Donc c'est rejet de données massif. Donc ça c'est quelque chose en fait qui est possible aujourd'hui et qui est intégré à ce process data-driven development jusqu'à la partie algorithme training avec voilà, des algorithmes, par exemple, des process TensorFlow, PyTorch, etc. Et d'ailleurs, donc, en passant par tout ce qui est hill testing, donc hardware in the loop, avec des branchiels pour tout ce qui est temps réel, ou bien la partie seal testing pour software in the loop, donc soit des tests classiques dans des PC comme des tests en fait dans le cloud. Et après, donc, on peut tout intégrer en fait pour refaire voilà, des tests drive afin, par exemple, de détecter ou bien de checker la maturité en fait de nos algorithmes qu'on a intégrés. Donc, Deep Space Intemporal Understand AI, donc, il se présente en fait, il couvre en fait les différents blocs de ce diagramme Data Driven Development, en commençant par exemple par la partie data collection avec la présence de notre plateforme Lotera, donc la plateforme puissante pour tout ce qui est enregistrement des données. Bien sûr, donc avec le logiciel RTMaps, qui est d'ailleurs expliqué donc, par Nicolas dans donc c'est le logiciel Intempora, donc un logiciel aussi donc puissant pour tout ce qui est enregistrement de données. Donc, c'est le soft qui est intégré dans la partie hardware Otera et avec tout de suite AirTag pour tout ce qui est labeling, etc. en temps réel, le moment de conduire.
Enregistrer ces données, donc nous, les données sont dans des disques durs. Donc là, il faut des stations pour les uploader, par exemple, dans le cloud ou bien des data centers, etc. Donc là, c'est là avec l'upload station, donc on peut transférer ces données-là. C'est en mode rapide, donc efficace. Donc ça, c'est une station d'espèce qui va avec la plateforme Otera. Ces données-là, donc, ils sont enregistrées voilà, dans des data centers ou bien dans le cloud. Donc, on peut faire appel, par exemple, à la suite IVS, donc Temporal Validation Suite, donc c'est un logiciel qui, pour tout ce qui est labeling, auto-tagging, etc. De ces données-là, on peut avoir qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle intégrés pour tout ce qui est filtre de données, c'est faire des labels, etc. Et donc aussi avec les services de Understand AI, on peut aujourd'hui en fait s'appuyer sur des algorithmes automatiques pour tout ce qui est annotation. Donc l'annotation, ça nécessite donc c'est l'annotation par exemple de données caméra et de données LiDAR. Et donc cette annotation, ça nous servira après par exemple pour comme données d'entrée de la partie scenario generation. Donc, à partir de ces données annotées, aujourd'hui, on peut avoir des services 100% automatisés pour générer des scénarios qui peuvent, par exemple, soit être importés dans des outils Space, Model Desk, ASM Traffic, ou bien même, en fait, ces scénarios-là peuvent être générés en respectant voilà, des standards ASAM comme Open Scenario, Open Drive. Donc, arrivons à cette partie de l'algorithme intégration. Donc, aujourd'hui, nos algorithmes peuvent être intégrés voilà, dans RTMaps avec des blocs qui peuvent intégrer du code, Python, C, etc. Et l'exécution peut se faire en fait donc, dans des plateformes virtuelles VIOS de DSpace. Le rejet de données, donc RTMaps, donc c'est le logiciel, c'est la suite logicielle clé en fait pour faire ce rejet de données. Donc on a enregistré, enrichi, etc. Et donc aussi il y a une partie pour tout ce qui est ASM Sensor Sim, c'est la simulation physique. Donc dans cette couche-là, on peut ajouter ou bien configurer voilà des modèles de capteurs physiques qui peuvent s'ajouter à la simulation jusqu'à la partie voilà, algorithme training. Donc, on peut avec des algorithmes soit TensorFlow, soit PyTorch voilà, de Meta. Donc, c'est une partie qu'on peut ajouter voilà, dans notre processus data-driven development. Et à la suite, finir par des tests HL avec notre plateforme Scalexio et les Ionit, donc c'est une interface pour tout ce qui est génération des raw data, ou bien voilà, faire passer des raw data vers les capteurs, ou bien une approche SIL testing aujourd'hui qui s'appuie sur une simulation massive dans le cloud, bien dans le cluster avec VIOS, avec RTMaps, le tout en fait dans un environnement compact évolutif. Et bien sûr, donc pour revenir aussi donc vers la partie test drive, on peut toujours s'appuyer sur la plateforme Otera donc pour intégrer tous nos algorithmes. Il y a aussi possibilité voilà d'utiliser en fait la partie GPU pour les algorithmes qui demandent voilà de GPU plus le CPU. Et bien sûr, donc RTMaps, c'est le logiciel clé en fait pour cette partie de test drive. Le tout, en fait, nécessite une partie de data management simulation. Donc, on a EVS pour cette partie data management et analyse de données, et comme on a Semfera donc pour la simulation et la simulation dans le cloud des tests massifs. Maintenant, là, je vais passer vers le portfolio DSpace. Donc, DSpace Intempora, dans les outils aujourd'hui qu'on proposons pour la partie simulation afin voilà, de satisfaire les différentes étapes de la régulation sportive. Je vais commencer d'abord par la première suite logicielle donc, pour gérer les pétabytes de données en fait dans le cloud. Donc c'est IVS, c'est Intemporal Validation Suite. Donc c'est une chaîne d'outils logiciels de validation basée sur le cloud.
donc pour gérer les pétabytes de données qu'on enregistre chaque jour dans la phase de roulage voiture. C'est un outil efficace aujourd'hui, donc il nous permettra voilà, pour la formation, pour les tests, l'analyse comparative et la validation, voilà, pour la validation des fonctions ADAS Autonomous Driving. C'est une suite logicielle qui vous permettra aujourd'hui donc de taguer par exemple vos données via un exemple, donc c'est les objets de trafic, donc piétons, voitures, etc. On peut aussi en fait avoir des filtres sur, ou bien taguer les données sur les conditions météo. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On peut explorer, réviser les données et sélectionner les données en fait pour des services d'annotation par la suite ou bien pour un rejeu de données. Bien sûr, en fait, que le cloud, donc il est implémenté sur Microsoft Azure comme c'est donc c'est toujours ouvert donc pour avoir une implémentation sur d'autres, soit Amazon par exemple, ou bien des clouds on-premise. Un exemple concret en fait de l'utilisation de EVS, c'est par exemple le rejet de données, ce qu'on appelle data replay. Donc aujourd'hui, nous avons un partenariat stratégique avec Microsoft Azure et comme avec Equinix, le géant voilà, du data center. Un exemple concret, donc nos vidéos ils sont enregistrées, voilà bien, les données sont enregistrées dans EVS. Et donc là, on va sélectionner les vidéos qu'on va aujourd'hui en fait rejouer. Donc nous avons développé je veux dire, un exemple, c'est un bridge en fait qui fait passer ces données-là vers des stations. Donc là, c'est un exemple pour l'HCL. Cette solution est aussi disponible pour le software in the loop avec la plateforme Vios. Donc c'est pour la partie injection des données. Donc on va essayer de rejouer. Comme ça, donc on va bufferiser les données donc dans une station, dans un PC. Et donc là, on va essayer de faire passer, par exemple, tout ce qui est automotive bis via la plateforme voilà, hardware, Scalexio, comme tout ce qui est données raw data, en fait, ou bien target list, ils peuvent passer via les units. Et donc, jusqu'à la partie système intertest qui peut être sur une carte NVIDIA, comme ça peut être voilà, sur RTMaps, bien sûr, donc pour traîner les algorithmes. Après l'enregistrement donc, des données et la partie management en fait avec IVS, donc il y a un autre service qui arrive, c'est avec Understand AI. Donc aujourd'hui, on peut annoter des données. Nous proposons donc aujourd'hui une solution 100% cloud avec un processus d'automatisation plus élevé. Donc une automatisation qui peut être plus que 85% en fait des différentes boxes donc c'est automatisé avec des différents algorithmes d'intelligence artificielle qui sont intégrés dans cette plateforme. Bien évidemment, donc, on peut annoter voilà, voilà, plusieurs types en fait, de capteurs, donc caméra, LiDAR. On a bien sûr donc un workflow management pour les différents projets, une expertise avec les différents clients aujourd'hui, voilà, comme Volkswagen, comme Bosch. Et bien sûr, une qualité supérieure qui conduit de manière mesurable à moins d'erreurs de perception. Cette partie d'annotation ou bien avec Understand AI, c'est la clé pour, par exemple, passer à ce service-là de génération de scénarios. Donc, à partir de ces données-là, caméra, LiDAR, en fait, qu'on a annoté, nous avons aujourd'hui ici donc un service cloud comme voilà, sur PC, donc 100% automatisé pour générer des scénarios. Générer des scénarios, ça veut dire que ça va être des scénarios logiques à partir des données réelles. Ces données-là, donc, ils vont être basées, comme voilà, j'ai cité, donc, c'est des données caméra, LiDAR. Après, on peut avoir aussi des HD maps, GNSS, etc. Et donc, ces scénarios-là, ils vont être générés avec ce service-là. Et donc, là, l'idée, c'est de reproduire, en fait, la vie, tous les événements presque voilà, dans le monde réel vers une partie des simulations. Bien sûr, donc ces simulations, donc nous sommes ouverts à tous les outils en fait, qu'on appelle third party. Donc bien sûr que nos scénarios ils supportent l'ASM Open Drive comme ils supportent l'ASM Open Scenario pour une intégration simple dans les autres outils. Voilà, donc c'est un exemple voilà de scénarios que nous avons créé avec notre service généré. Donc là, on voit bien en fait ces measurement data et là, c'est la partie simulation voilà, de scénario. Donc on a dû tout créer, la partie building, les routes, les voitures, etc. Donc tous les événements avec le piéton.
Après, en génération de scénarios logiques, le besoin d'un environnement donc, modulaire, évolutif et ouvert pour valider vos millions de kilomètres de tests est pertinent. C'est dans ce cas-là qu'on vous présente, donc voilà, que je vous présente aujourd'hui, donc la plateforme Synfera. Donc c'est un environnement cloud à 100% pour une création de scénarios et d'exécution automatique voilà, de ces scénarios. Aujourd'hui, donc avec Synfera, vous pouvez, par exemple, les scénarios que vous avez générés, c'est des scénarios logiques, donc vous pouvez les importer. Vous pouvez créer plusieurs variations et donc là, ça vous permet de lancer des exécutions massives dans le cloud. Et avec Synfera, donc aujourd'hui, à partir voilà, de la base de données de scénarios, on peut créer, on peut faire voilà, importer, intégrer par exemple les scénarios, on peut intégrer tout ce qui est la partie véhicule dynamique, on peut intégrer les modèles de capteurs, les différents modèles de capteurs physiques comme 2D, 3D. Et bien sûr, en fait, on peut même avoir une intégration du système under test qui sera l'algorithme sous test. Après, donc, voilà, de préparer cette partie-là, donc, on va essayer de créer des variations. C'est vraiment, c'est mettre en opération, voilà, notre scénario, c'est créer plusieurs variations de ce scénario-là. Et donc, lancer une exécution large dans le cloud sur plusieurs variants. Ça peut être centaines, 200, 300 machines virtuelles dans le cloud qui va nous permettre aussi de valider massivement et efficacement nos fonctions Data Autonomous Driving, juste une partie d'analyse de ces données. C'est un environnement, donc Synfera, c'est un environnement, on veut dire, avec des workflows qui sont simples, intuitifs, permettant l'intégration des données depuis plusieurs sources différentes. On peut aussi, en fait, réutiliser des modèles qui sont utilisés dans le cycle classique comme dans le HUL aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. On peut intégrer, voilà, des modèles, en fait, genre des modèles de capteurs, comme j'ai expliqué, donc des modèles physiques aujourd'hui, c'est possible en fait de les intégrer pour avoir une simulation beaucoup plus réaliste. Et bien sûr, donc c'est tout ce qui est exécution sur le cloud avec plusieurs instances qui nous permettra aujourd'hui d'annoncer des simulations massives pour une validation de nos fonctions. Voilà. Un exemple voilà, de l'environnement de Synfera, donc c'est un exemple de la page de Synfera. Donc là, on voit très bien qu'il y a plusieurs onglets. C'est juste, je vais aller un peu vite. Donc pour la partie capteur, donc la configuration des modèles de capteur, la partie véhicule, donc la configuration de la véhicule, le scénario logique qu'on a aujourd'hui, le système inter-test en fait qu'on va intégrer. Et donc c'est là qu'on commence par exemple là, ça c'est la partie prépare. Et on va lancer la simulation. Donc là, avec la simulation, on peut lancer plusieurs variations. C'est ce qu'on voit par exemple là. Là, c'est un exemple d'un scénario logique qui a été varié. Et donc là, on voit très bien en vert, c'est les tests qui sont, je veux dire, OK. Et en rouge, par exemple, c'est les tests qui sont pas OK, qui devraient être, par exemple, soit voilà, checker l'algorithme ou bien faire des modifications. Donc ça, c'est plus ou moins voilà, une page ou bien un exemple de Synfera qui est implémenté aujourd'hui en fait avec notre partenaire stratégique Microsoft Azure. Bien sûr, donc c'est possible voilà, d'avoir une implémentation sur d'autres clouds comme Amazon ou bien des clouds on-premise. Donc aujourd'hui, pour suivre cette transformation dans le monde automobile, définir un écosystème de partenaires en fait reste nécessaire, bien que variant. Nous avons donc nous avons eu pas mal de partenariats stratégiques, comme j'ai cité, donc avec Microsoft Azure, comme aussi donc avec Amazon. Equinix pour tout ce qui est data center et c'est tout ce qui est localisation des données. Bien entendu, avec Dell, donc IBM, pour la gestion de données. Il y a aussi, en fait, pour tout ce qui est 3G, 4G, etc., NTT des systèmes. Avec des fournisseurs de capteurs, comme ELA pour les radars, LiDAR-Tech, Septon, Velodyne LiDAR, et bien sûr avec des entreprises qui ont beaucoup plus d'expertise dans tout ce qui est, je veux dire, validation, simulation, ou bien automatisation des tests, comme VTC et KPIT. Donc, c'est un écosystème qui nous permettra voilà, d'avancer et bien sûr rester en fait et suivre cette transformation digitale qu'on voit de plus en plus dans le monde automobile. Et pour finir, je vais donc le processus de développement
DSpace aujourd'hui, c'est un processus agile qui est efficace avec une intégration continue et réduction du temps d'attente. C'est une chaîne d'outils qui est complète aujourd'hui, qui peut aller, voilà, qui couvre tout le cycle de Data Driven Development, des modèles de capteurs qui sont géométriques comme des physiques, donc le tout avec une nouveauté d'être simulé dans le cloud. Je vous remercie pour votre écoute et voilà, je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yacine pour cette présentation. Et on va écouter tout de suite du coup passer aux questions de Slido. Donc je rappelle que Yacine est ingénieur d'application chez ADAS Autonomous Driving et chez DSpace. N'hésitez pas à vous connecter au Slido avec le mot-clé EventVac pour poser vos questions. Et sans plus attendre, je vais partager les questions. Pas mal de questions, 7 questions. Alors, une première question. Donc, comment fait-on pour certifier ISO 26262 plus SOTIF, donc des algos d'intelligence artificielle, avec des volumes de données considérables? Qui souhaite y répondre? Je crois que les présentations ont en partie répondu à cette question, mais peut-être que vous voulez apporter peut-être plus de précision. Oui, je peux essayer d'apporter, de revenir spécifiquement sur ce point-là. Pour moi, typiquement, l'ISO 26262, si on parle d'algo de AI, déjà, définition ce qu'est un algo d'AI, si on imagine qu'on s'adresse, qu'on adresse les algos implémentés à base de réseaux de neurones, hein. Typiquement, au sens de l'ISO 26262, c'est pas plus compliqué qu'autre chose à valider, à certifier, dans le sens où il suffit que ce soit bien codé. C'est-à-dire que le code qui exécute les réseaux de neurones, qui envoie les données sur l'entrée du réseau de neurones, qui exécute les différentes couches, les différents neurones avec les poids qui vont bien, etc. Du moment que le réseau est pré-entraîné, etc., le code qui va l'exécuter est tout à fait identifiable et peut être validé au sens de l'ISO 26262 dans le sens où on va juste s'assurer qu'il est correctement exécuté. Encore une fois, pas de risque de segfault, pas de risque de fuite mémoire, pas de risque de dépassement de mémoire quelconque, et que le réseau va s'exécuter correctement sans tomber en panne. La validation des algorithmes de AI au sens de la norme SOTIF, là c'est un sujet autrement plus sérieux, autrement plus complexe, on va dire, pas plus sérieux, mais plus complexe, dans le sens où, effectivement, ces algos à base de réseaux de neurones ont été entraînés face à un certain nombre de scénarios, un grand nombre de scénarios souvent. Et comme l'a indiqué Yacine, on ne sait pas exactement comment le réseau va réagir, quelle va être sa sortie. Il n'y a pas de preuve formelle, on ne peut pas précalculer ses sorties en fonction si on l'alimente avec des entrées qui n'ont pas déjà été testées. Donc face à des situations nouvelles, on n'a pas de preuve que l'algorithme va bien se comporter. Donc on passe sur de la preuve statistique et pour ça, c'est là qu'il faut déclencher la batterie de tests, soit en rejeu, soit en simulation, soit sur route. Et c'est pour ça que les constructeurs, les équipementiers testent vraiment énormément de quantités de données sur des roulages, sur des véhicules, sur route avec des opérateurs de sécurité. C'est pour ça qu'ils collectent des pétaoctets de données pour repasser des scénarios dans les systèmes de test, en software in the loop, en hardware in the loop. C'est pour ça que les systèmes de simulation sont là aussi pour accumuler le nombre de kilomètres, tester les situations dangereuses et assurer une couverture de scénarios la plus exhaustive possible. Avec des techniques évidemment pour essayer de réduire le nombre de tests. On ne peut pas tout tester. Une image, c'est des millions de pixels qui peuvent chacun avoir plusieurs, au mieux 256 niveaux de couleurs, au pire des millions.
On peut pas tester toutes les images, par exemple, sur un algo. Donc, on va utiliser des techniques aussi pour réduire la combinatoire des situations qui peuvent arriver en isolant les différents paramètres en regroupant les paramètres considérés comme indépendants. Bon, ça c'est une autre partie, mais la génération de ces scénarios, la génération pertinente de ces scénarios pour arriver à assurer une bonne couverture des scénarios à tester, tout en réduisant au maximum le nombre de tests à effectuer. C'est un vrai sujet, ouais. Il y a des outils pour ça. D'accord. Je rebondis sur la question, est-ce que peut-être ça complète du coup? J'ai une question, y a-t-il un avenir pour l'application des méthodes formelles et la preuve logicielle dans ce cadre de travail sur les standards? Est-ce que ça rejoint un peu, ce que tu disais, les méthodes formelles, la preuve logicielle? Je suis pas spécialiste des méthodes formelles, notamment pour tout ce qui est intelligence artificielle. C'est un sujet au niveau de la recherche. Il y a même des startups qui commencent à apparaître sur ces sujets-là. C'est sans doute assez embryonnaire encore, ou en tout cas la preuve formelle de bon fonctionnement d'un système AI, donc d'un système à base de réseau de neurones. Pour moi, si elle commence à être utilisable, c'est vraiment dans des cas relativement simples et réduits. Sinon, c'est un sujet de recherche encore. Alors, dans le futur, est-ce qu'on pourra se baser là-dessus et utiliser ces techniques-là? Je ne saurais pas dire. Question complémentaire donc, je suis étonné de ne pas voir de calcul formel de probabilité pour justifier asile B dans les méthodes décrites. Est-ce que ça rejoint du coup, Alors, je ne sais pas si on pense à la même chose, mais pour moi, le calcul formel de probabilité, les calculs de probabilité interviennent quand on attaque la certification système face à des safety goals, dans des situations particulières identifiées. On va essayer d'identifier la probabilité d'occurrence d'événements de tout type qui peuvent conduire à une défaillance du système. Et on va, pour ça, effectivement, déployer une batterie de calculs probabilistes pour identifier quels sont les événements indépendants, comment on cumule la possibilité d'occurrence de tous ces événements. En ce qui nous concerne, là, dans le projet en cours de RTMaps certifié, on travaille sur un élément, sur un module qui sera un safety element out of context, donc indépendamment des safety goals, un outil qui sera utilisable dans les divers cas d'usage, donc une brique, hein, une brique de Lego qui est solide. Après, il reste à faire le système complet et à certifier le système complet, si vous voulez. Si vous faites une construction en Lego, si vous utilisez des briques pas solides, quelle que soit la construction ne sera pas solide. Si vous utilisez des briques solides, c'est pas parce que vous utilisez des briques solides que la construction sera solide. Si vous faites n'importe quoi en assemblant les Lego, ça va quand même se casser la figure. Donc il faut faire un système solide à base de briques solides. Voilà. très bien. A-t-on une possibilité de venir stresser les comportements des algorithmes face à des situations de perturbation CEM, par exemple? Alors CEM, j'avais regardé, je crois que c'est des perturbations électromagnétiques. Est-ce que Yacine, tu as une idée sur le sujet? Pour la partie simulation, donc je ne vois pas honnêtement voilà, comment voilà, tester ces algorithmes vis-à-vis voilà, ces perturbations électromagnétiques. Tout ce que je sais, c'est que ce concept-là, par exemple, sur tout ce qui est prototypage, donc on en a, par exemple, dans le microtobox, donc on essaye voilà, de conformité voilà, concernant les perturbations électromagnétiques. Mais vraiment, dans la simulation, je ne vois pas trop non, comment aujourd'hui, en fait, on peut voilà, euh, venir voilà, Perturbé. perturber en fait, l'algorithme en, fait, en question. C'est sans doute d'autres types de simulateurs, hein, de sociétés spécialisées Ouais. Exactement. qui vont modéliser le comportement électronique de telle architecture électronique face à ces perturbations électromagnétiques. Aujourd'hui, je crois
pas qu'on ait d'offres pour ça, typiquement. Est-il possible d'intégrer également, j'imagine, des En fait, fonctions Internet of Vehicle et Internet V2X, of Vehicle. Véhicule to Oui, Infrastructure? exactement. Oui, bien sûr. En fait, le portfolio en fait, d'e-space Intempora, donc c'est bien très large avec Intelsat AI. Nous avons bien sûr voilà, des produits ou bien un portfolio qui est complet pour la partie Internet of Vehicle et V2X. Donc la réponse est oui. Et voilà, pour cela, donc il faut vraiment, si jamais la personne est intéressée, donc on est disponible pour donner plus de détails techniques sur ces deux aspects-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais la réponse est oui, c'est D'accord, très possible. bien. De façon complémentaire, je mentionnerai aussi la présence dans Aladdin de Yogoko, qui est une société spécialisée dans ces aspects-là, connectivité et V2X, interfacée avec Artemaps notamment, donc pour de la mise en place rapide. D'accord. Complémentaire sans doute avec l'offre d'Espace, bien sûr. Très bien. Est-ce qu'il est possible de sauvegarder ces données en France avec des acteurs comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure? Parce que je ne sais pas si c'est plus une question à poser du coup aux constructeurs automobiles, mais est-ce que vous avez un avis sur le sujet ou c'est un peu politique? Alors, il y a des data centers en Europe de Microsoft et AWS. Hein. Quand on déploie des applications dans le cloud, on a la possibilité de choisir quel data center on utilise. Et alors, est-ce qu'il y a des data centers en France? J'imagine que oui, mais il faudrait vérifier. Je sais qu'on peut choisir Europe, États-Unis, Asie, etc. Mmh. France, je sais pas. Il faudrait vérifier. Je tape je demande à Google. D'accord. Et Juste enfin, oui, pour compléter, en fait, aujourd'hui, donc, avec, comme j'ai notre partenariat, en fait, un peu stratégique avec Equinix aussi, en fait, pour tout ce qui est data center, data location, donc c'est aux Pays-Bas. Je pense que, voilà, donc ça, c'est une possibilité. Après, donc, je rejoins Nicolas sur est-ce que je pense qu'on a des data centers en France, bien sûr, mais euh, comment gérer cette partie-là, je pense que c'est une question un peu, voilà, comme tu as dit, un peu politique. oui, puis c'est peut-être plus aussi aux côtés des gens qui font ces expérimentations, qui gèrent les données directement aussi. Ouais, ouais. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nous, en fait, je pense qu'on va dire Space Intemporaire, on est ouvert pour, voilà, une intégration, voilà, c'est le choix, en fait, voilà, du client final, à lui de choisir, voilà, son data center. Aujourd'hui, que nous, on peut intégrer soit sur Microsoft Azure, soit sur AWS. Bien sûr, en fait, qu'on a un genre de consulting, d'accompagnement de clients, voilà, pour gérer cette partie-là. Mais nous, on est ouvert en fait, soit Microsoft Azure, soit AWS, soit des data centers en permise en fait, genre des data centers propres clients. Donc ça, aujourd'hui, c'est possible. Alors, je confirme, il y a des data centers Microsoft en France et même Equinix à Bordeaux et à Paris. Ok, Si tout merci peut d'avoir fonctionner. fait une petite recherche. Et enfin, quelles architectures électroniques sont prévues pour embarquer le logiciel dans les véhicules autonomes? Est-ce que vous avez... Il y a beaucoup de questions complexes, il y a beaucoup d'options, c'est une technologie qui est en fort développement, beaucoup de technologies qui apparaissent, qui se perfectionnent. Mais typiquement en termes d'architecture de calcul, on a parlé des system on chips, hein, des puces qui embarquent différents modules de traitement du CPU standard, souvent ARM, plus d'autres puces. Alors certains vont vers du GPU, hein, on pense à Nvidia. Certains vont vers du calcul massivement parallèle à base de CPU dédiés comme Calray. Certains vont vers du FPGA, on a du Xilinx notamment, Altera, etc. Certains ont des architectures, des chips dédiés, traitement d'image. On peut imaginer évidemment pour la suite des chips dédiés pour l'exécution des réseaux de neurones. C'est le cas notamment de Mobileye, je crois, qui fait des choses comme ça.
Bon, il y en D'accord, a oui, d'autres. c'est assez vaste. C'est un peu ça. Voilà. C'est assez vaste. Il y a différentes technologies, différentes options. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une architecture qui se dégage par rapport aux autres. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir répondu, à toutes ces questions et merci à vous pour ces présentations, bien complètes. Et c'est sur ce, qu'on finit, cette deuxième session et que l'on va partir tous en pause déjeuner. Encore une fois, je rappelle que, vous pouvez continuer à poser des questions, tout au long, de l'événement, que les slides seront disponibles et que, cette journée est enregistrée, donc que vous pourrez, potentiellement, les revoir en replay. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit à tous et on reprend du coup vers 13h50 pour une reprise